Une longue file d'attente, des rescapés, des familles endeuillées prêtes à affronter leurs souvenirs. 5 ans après les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher, le procès de ces attaques s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Procès hors norme, 2 mois et demi d'audience, près de 200 parties civiles. Procès aussi sous très haute surveillance. Édition spéciale ce soir sur France 3 Paris, Île-de-France. Bonsoir à tous. 7, 8, 9 janvier 2015, personne n'a oublié ces journées d'horreur et d'angoisse. 14 personnes sont donc jugées depuis ce matin pour ces attentats. On va rejoindre tout de suite Laurence Barbry au palais de justice. Laurence, quels ont été les temps forts de cette première journée ? Plus que des temps forts, ce sont des images, Marlène, qui ont marqué cette première audience. D'abord parce que c'est le premier procès où tout le monde est masqué. Une avocate de la défense a d'ailleurs tensé le président. Vous allez juger des hommes dont vous ne verrez jamais le visage. Et puis l'arrivée des survivants de Charlie et les familles des membres assassinés. Ils se sont étreints longuement, se réconfortant. Cette phrase aussi de Patrick Pelloux, je lui ai demandé pourquoi il était ici aujourd'hui, puisqu'il n'en avait pas l'intention. Il m'a répondu « pour les morts ». Parce que c'est ce qu'ils auraient voulu. Enfin, cette première émotion cet après-midi, alors que le président énumère le nom des victimes tuées à Charlie Hebdo, il se trompe sur le prénom de Charb, provoquant le départ en sanglots de sa maman. Laurence, les frères Kouachi et Amédi Koulibaly, les assassins sont morts. Quel est l'enjeu alors de ce procès ? Je vous rappelle que 11 accusés sont présents. Ils sont jugés pour avoir apporté un soutien logistique aux frères Kouachi et Amédi Koulibaly. Présentés comme des seconds couteaux par la défense, le président a toutefois insisté sur les 17 lignes téléphoniques achetées par Amédi Koulibaly et les nombreux échanges qu'il avait eus avec plusieurs accusés. L'enjeu est donc simple. Avait-il ou non connaissance des attentats qui allaient être perpétrés les 7, 8 et 9 janvier 2015. Merci Laurence, à vous et à Louis Simondet qui vous accompagne. Preuve de l'importance de ce procès. Les débats seront filmés. C'est autorisé depuis 1985 en France, mais cela reste très rare. Explication Morgane Prévost avec Marion David. Ce sera le premier procès pour terrorisme filmé en France. Une décision prise pour l'aspect patrimonial qu'il représente. C'est une décision d'enregistrement historique. Je pense que nous arrivons à une période dans laquelle il est nécessaire de garder des archives historiques d'un certain nombre de procès parmi les plus retentissants d'entre eux. La salle du tribunal judiciaire de Paris où se tiendra le procès était déjà équipée de caméras. Pour garantir l'objectivité de la captation, seules les personnes qui parlent seront filmées. Chaque plan a été validé d'avance. Alors vous avez la régie donc, qui est ici. Dans la salle d'audience, il y a 5 caméras. Donc cette captation pour les archives respecte entièrement les règles du Code du patrimoine et a été validée par le président d'audience. La captation d'images lors d'un procès est interdite. Mais depuis 1985, l'enregistrement peut être autorisé lorsqu'il présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques. En France, le premier procès filmé était celui de Klaus Barbie, ancien SS jugé en 1987 pour crimes contre l'humanité. Alain Jakubowicz était alors avocat des parties civiles. Les témoignages au procès Barbie ont marqué l'histoire judiciaire et l'histoire avec un grand H. Et je suis convaincu qu'il n'y a pas un témoin qui avait conscience qu'il était filmé, même s'il le savait, bien sûr qu'il avait donné son accord, mais non, ça ne change rien au fonctionnement de l'institution judiciaire. Le procès en 1994 de Paul Touvier, ancien collaborateur du régime de Vichy, puis de Maurice Papon en 1997 ont aussi été filmés. Plus récemment, ce sont les procès AZF et ceux du génocide au Rwanda. Au total, 12 procès ont été filmés en France depuis la loi de 1985. On peut distinguer les procès historiques, c'est-à-dire vraiment liés à des faits du passé, et des procès sociétaux qui sont liés à des faits dont nous avons été tous quasiment les témoins. Pour le procès des attentats de janvier 2015 qui s'ouvre donc le 2 septembre, il y a quand même eu la plus grande manifestation qui s'est jamais produite à Paris. Donc le procès devrait avoir non seulement une vertu judiciaire, il est là pour ça, juger des personnes, mais aussi à mon sens de connaissance et voire même de prévention. À l'issue du procès, les enregistrements seront transmis aux archives nationales
et accessible aux chercheurs sur dérogation, quand tous les appels auront été clos. Bonsoir Denis Salas. Bonsoir. Vous êtes magistrat, essayiste, auteur notamment de La Foule innocente aux éditions d'Esclés de Brouwer, président aussi de l'Association française pour l'histoire de la justice. En quoi est-ce important que ce procès soit filmé ? C'est important parce que c'est un procès qui fait référence à des faits qui ont eu une résonance extrêmement forte dans notre pays. Les atteintes à la liberté d'expression, à l'époque, on vient d'en parler dans le reportage, cette grande manifestation du 11 janvier qui a créé une unanimité très forte dans l'opinion publique, et puis les atteintes à notre état de droit, à nos libertés fondamentales, et puis évidemment les dommages subis par les personnes qui sont très, très importantes. On entend parler beaucoup de procès historiques. Vous diriez plutôt un procès pour l'histoire ? Procès historique, nous verrons. Tout dépendra comment les choses se dérouleront et ce qui pourra s'y dire. En tout cas, c'est un procès pour l'histoire parce que, effectivement, les débats seront filmés intégralement par une équipe qui est déjà en place pour les archives nationales, qui sont déposées aux archives nationales. Et puis, si vous voulez, c'est un procès qui marque un moment où la guerre contre le terrorisme marque le pas et où va entrer en scène la réponse de l'état de droit à cette violence guerrière. C'est ça le point principal, le retour de la paix, le retour du droit. Et ce procès, c'est le lieu de cette restauration de l'état de droit. Et d'un mot, vous ne craignez pas que ça puisse faire peser une forme de pression sur les intervenants ? Je pense qu'on a déjà une cour d'appel une cour d'assises formée de professionnels, des avocats effectivement rodés à ce type d'exercice depuis de longue date, et puis un président, Régis de Jorna, très expérimenté, qui devrait, à mon avis, naviguer dans de bonnes conditions. Merci Denis Salas. Vous restez avec nous. Il est presque 19h. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour cette édition spéciale. Il s'appelait Elsa, Mohamed, Clarissa ou encore Yoav. 17 visages, 17 victimes tombées il y a 5 ans à Charlie Hebdo, Montrouge et à l'hypercachère de la porte de Vincennes. Le procès des attaques s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Les auteurs de ces tueries sont morts. Ceux qui comparaissent, ils sont 14, sont poursuivis pour les avoir aidés. Un moment très attendu, mais aussi très éprouvant pour les rescapés et les familles des victimes. Aude Blaché avec Isabelle Audin et Louise Simondet. Les larmes d'une mère, celle du dessinateur Charb, réconfortée par un ancien membre de Charlie, Patrick Pelou. Dans la salle d'audience, la lecture des faits a commencé depuis quelques minutes, éprouvant pour les victimes et leurs proches, même 5 ans après. Vous ne vouliez pas venir aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? C'est toujours pareil, ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts, ils auraient voulu qu'on ait le courage d'être debout. Voilà, faut avoir le courage. Qu'est-ce que vous ressentez 5 ans après ? Énormément de peine. Rhys, Laurent Léger, Zineb El Razaoui, Coco, Simon Fieschi ou encore Ségolène Vinzon. Malgré les appréhensions, les membres du journal satirique sont finalement venus en nombre pour ce premier jour de procès, historique et symbolique. Au fond, l'esprit de Charlie Hebdo, c'est ça. C'est refuser de renoncer à nos libertés, de renoncer au rire, de renoncer à la liberté de critique, de renoncer y compris au blasphème. Du côté de l'hypercachère, en revanche, peu de partis civils ont fait le déplacement. Beaucoup vivent aujourd'hui en Israël. Ce sont des gens brisés et qui ont eu la chance de survivre, pour ceux que je représente. Et ce sont des gens qui ont le sentiment, en plus d'avoir subi, à ce stade, l'injustice de l'oubli. L'ancien magasinier Lassana Batili attendait quant à lui depuis des années la confrontation avec les accusés pour tenter de comprendre leur rôle dans l'équipée funeste des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly. C'est dur de les regarder parce que pour moi, que ce soit les accusés, les tireurs, sont tous pareils. Pour moi, ils sont tous pareils. J'ai mis tous dans le même panier, quoi. Un rôle que n'entendent pas endosser les 11 accusés complices présumés des tireurs. Tous répondront aux questions du juge, ils l'ont dit, mais tous devraient nier avoir eu connaissance des projets terroristes. Tout ça ne serait pas arrivé, il n'y aurait pas eu toute cette souffrance si les services de renseignement avaient continué à surveiller les frères Kouachi et Amédi Koulibaly. Pour vous, c'est plus la responsabilité des services de renseignement que des auteurs présumés des faits ? Bien sûr, évidemment. Un des accusés encourt la perpétuité, les 10 autres 20 ans de prison. Leurs auditions commenceront dès demain.
On le disait, sur les 14 accusés, 3 sont absents, et notamment Hayat Boumedienne, la veuve d'Amédi Koulibaly. En fuite, elle est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, un personnage clé dont le parcours et le rôle précis posent question. Séverine Laroui avec Isabelle Audin. Hayat Boumedienne est-elle toujours en vie ? Les services de renseignement restent très prudents sur son sort. D'abord donnée pour morte, selon un témoignage en mars dernier, la veuve d'Amédi Koulibaly se serait échappée à l'automne d'un camp syrien contrôlé par les Kurdes. Visée par une nouvelle enquête antiterroriste ouverte en avril, elle est activement recherchée. Sauf surprise, il est quand même très peu probable qu'elle soit là au premier jour du procès. Les dernières images connues d'Hayat Boumedienne ont été enregistrées à l'aéroport de Madrid. On la voit embarquer pour la Turquie en compagnie des frères Belloussi. 6 jours avant l'attaque de Montrouge perpétrée par son mari. Elle s'est ensuite exprimée publiquement après les attentats dans le magazine de propagande de l'État islamique. Selon cet expert en terrorisme, Hayat Boumedienne est devenue un symbole pour l'organisation djihadiste. Les interceptions téléphoniques montrent bien qu'elle est engagée dans cette organisation, qu'elle est protégée par l'organisation. Elle dira qu'elle est traitée comme une princesse, qu'elle a une protection rapprochée, qu'elle a une arme sur elle. Donc l'organisation fait tout pour protéger cette femme au statut particulier, puisqu'elle est la femme d'un grand martyr. Quel genre de soutien l'épouse d'Amédi Koulibaly lui a-t-elle apporté ? Le couple se rencontre par l'intermédiaire d'un ami commun et se marie en 2009. Ils sont tous les deux, à cette époque, en voie de radicalisation. Dans le matériel informatique de Koulibaly, il y avait des photos d'Hayat Boumedienne en niqab, prenant des poses guerrières avec une arbalète. On va commencer à comprendre que finalement, elle était largement aussi radicalisée de son époux. C'est elle qui notamment loue des véhicules pour lui. C'est elle qui se livre à des escroqueries au crédit à la consommation, qui leur permet d'acheter un certain nombre de véhicules qui seront immédiatement revendus. L'argent sera par la suite retiré de son compte, plus de 20 000 €. C'est elle notamment aussi qui procède à l'achat d'un caméscope qui sera retrouvé dans l'hypercachère. Sans Hayat Boumedienne, Amédi Koulibaly n'aurait pas eu l'argent nécessaire pour acheter les armes qui vont lui permettre de perpétrer cette tuerie. Elle a toujours dit dans ses communications officielles qu'elle ignorait que les attentats allaient survenir. À tout le moins, la justice se pose des questions et avait très envie de les lui poser. Personnage clé des attentats de janvier 2015, la djihadiste de 32 ans présumée en fuite sera aussi certainement la grande absente lors du procès historique qui s'ouvre ce 2 septembre. Denis Salas, je rappelle que vous êtes magistrat. Hayat Boumedienne, elle illustre parfaitement les liens entre la délinquance qu'on dit ordinaire et le financement du terrorisme. C'est exactement le sens de ce procès. Il y aura effectivement d'un côté une nébuleuse qui a organisé cette délinquance ordinaire, comme on vient de le dire, trafic de voitures, trafic d'armes, etc., mais qui a rendu possible le crime au bout de la chaîne, au fond de cette chaîne du terrorisme. Et c'est cet ensemble avec un mal radical au bout et un mal de délinquance ordinaire de l'autre côté qui va être le paradoxe que va affronter la cour d'assises. Et c'est aussi toute la difficulté à comprendre qui a fait quoi, qui a financé, qui a fourni des armes, et surtout au-delà, qui savait l'objectif final et qui adhérait à l'idéologie. Alors là, ça va être effectivement le rôle de la défense, de combattre les incriminations qui pèsent contre les accusés, notamment association de malfaiteurs terroristes. C'est un ensemble d'actes qui laissent à penser qu'effectivement un individu, quel qu'il soit, dans cette nébuleuse terroriste, a eu connaissance, en fournissant une arme, du fait que Amédi Koulibaly ou les Kouachi allaient commettre ce type d'attentat. Donc c'est la preuve d'avoir la connaissance de cet acte-là qui sera le fondement de l'accusation. Du coup, vous faites une distinction entre complice et comparse. Oui. Les complices sont ceux qui sont directement en contact avec le tueur et qui ont fourni des armes directement afin d'accomplir son forfait. Et les comparses sont tous ceux qui sont dans cette nébuleuse, qui ont participé à ces trafics à un degré ou à un autre. Et la cour d'assises va devoir examiner, individualiser chaque responsabilité en fonction de effectivement ce qui a été commis. Mais dès lors que les tueurs sont morts, est-ce qu'il n'y a pas une pression sociale, médiatique aussi, pour que ce que certains ont appelé des petites mains soient condamnés lourdement parce que socialement ce ne serait pas acceptable sinon?
Oui, mais il y a un bouclier, en quelque sorte, qui peut faire obstacle à ce risque-là. Ce sont des juges professionnels, il n'y a pas de juré populaire dans cette cour d'assises. Il y a un procureur national antiterroriste avec un parquet spécialisé et des avocats très compétents qui vont pouvoir faire face à cela. Donc une communauté de juristes extrêmement éprouvés qui pourra effectivement faire face, s'il y a lieu, à un risque de débordement émotionnel qui pourrait faire dériver le procès. Parce que l'émotion, on en a vu, on en a senti déjà beaucoup aujourd'hui. On évoquait la question du comment. Alors il y a la logistique, c'est ce dont on vient de parler, mais il y a aussi un autre aspect. Comment les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly ont-ils pu perpétrer ces attentats alors qu'ils étaient connus des services de renseignement? La question a été soulevée aujourd'hui par une avocate de la défense. Elle hante aussi beaucoup des victimes. Louise Simondé avec Mustapha Tafnil. Les frères Kouachi, Hamedi Koulibaly. 3 individus fichés S passés entre les mailles des services français de renseignement. Pour ce qui est d'Hamedi Koulibaly, son suivi pénitentiaire montre des failles. 2005, il est condamné pour des faits de droit commun. Direction Fleury-Mérogis. C'est là qu'il rencontre son mentor, Djamel Begal, un islamiste radical condamné pour terrorisme. C'est également la personne qui, à la même période, au même endroit, Fleury-Mérogis, va entrer en contact avec les frères Kouachi. Et c'est cet individu-là qui va faire le lien entre les frères Kouachi et Hamedi Koulibaly. Pour moi, ce dossier est une illustration de la dérive qui consistait, pour la justice et l'administration pénitentiaire en particulier, de mettre des délinquants de droit commun, ce qu'à la base était Hamedi Koulibaly, à côté de personnes radicalisées. Sa radicalisation semble évidente, mais aucune remontée de l'administration pénitentiaire. Sorti de prison, Koulibaly continue pourtant de côtoyer avec les frères Kouachi Djamel Begal. Les services spécialisés le savent, mais rien n'est fait. Quelques années plus tard, Koulibaly est à nouveau condamné, mais cette fois dans un dossier terroriste. La tentative d'évasion de Belkacem, l'un des auteurs des attentats de 1995. Puis en 2014, Koulibaly obtient une remise de peine. Il sort de prison, l'administration pénitentiaire n'en informe personne, il achète 20 téléphones portables, il change de ville tout le temps, persuadé qu'il va être suivi, et il ne l'est même pas. C'est un désastre de l'histoire du renseignement. Lui, il aurait dû être en haut de la pile, fluorescent la nuit, avec un pimpon, et personne ne l'a regardé, personne ne l'a vu. Défaut de suivi, mais aussi d'analyse, manque de coordination des services, des ratés que l'on retrouve aussi avec les frères Kouachi, et en particulier leur surveillance téléphonique. L'ADRPP, qui est le service de renseignement de la préfecture de police, considère que les écoutes téléphoniques ne donnent rien, donc elle met fin aux écoutes. La DGSI ne reprend pas les écoutes téléphoniques, et donc il y a une interruption de la surveillance des frères Kouachi à l'été 2014 qui peut interroger. On se rend compte que c'est pas parce qu'une écoute téléphonique ne donne rien, même sur la durée, qu'il ne se passe rien. Hors des radars, on retrouvera leur nom associé aux attentats de janvier 2015. Refonte des services de renseignement, mise en place d'une véritable structure consacrée au renseignement pénitentiaire. Des avancées ont vu le jour depuis 2015. Mais la menace terroriste reste présente. En France, au moins 6 attentats ont été déjoués depuis le début de l'année. Cette menace, difficile de l'oublier, surtout quand on appartient à la communauté juive, une communauté directement visée par l'attentat de l'Hyper Cacher. 5 ans après, comment les rescapés, les familles appréhendent ce procès? Qu'en attendent-ils? Reportage Laurence Barbry et Louise Simondé. Après la Shoah, on s'est dit, ça y est, le peuple juif, il a suffisamment soupé. On va être épargné quand même. Et on se rend compte que non. Dans la France dans laquelle on a grandi, on voit qu'on n'est pas à l'abri du pire. Gravés à jamais sur cette plaque, les noms des victimes d'Hamedi Koulibaly. Les clients de l'Hyper Cacher sont revenus. Le gérant, les employés ne sont plus les mêmes, mais le traumatisme est intact. C'est des angoisses, c'est des cauchemars toujours. Avec le temps, ça va, mais ça reste toujours. Souvent, j'ai pensé beaucoup la nuit, j'ai fait toujours le cauchemar. Le 9 janvier 2015, 13h, Hamedi Koulibaly surgit dans le supermarché. Il tue froidement 4 personnes
avant d'en retenir une trentaine en otage. Grâce à Lassana Bathily, plusieurs clients sont sauvés. 5 ans après, le jeune homme entend bien se rendre au procès chaque jour. Moi, je crois qu'Amadi Coulibaly, il n'était pas seul. Il avait des gens qui ont aidé financièrement ou même physiquement. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont été arrêtés. Ils n'ont pas été arrêtés comme ça. Moi, je crois que c'est important que les procès soient faits. Mais que ce soit il est vivant, il est mort, nous, on veut la vérité. C'est qu'il a poussé à faire ça. À 17h, l'assaut est donné. Échange de tirs. Amédi Coulibaly est abattu les armes à la main. 26 otages sont sains et saufs, mais pas Philippe Braham. À l'instar de beaucoup de personnes de la communauté juive, son frère n'attend rien du procès. Qu'est-ce que ça va nous apporter, ce procès? Et même si on va donner quelques condamnations de prison à quelques complices, d'abord, malheureusement, ça ne ramène pas de vie, ça ne ramène rien du tout. Donc, même d'un point de vue, on va dire, politique, judiciaire, au niveau de la France, est-ce que ça va changer quoi que ce soit? L'armée, c'est pas autour des synagogues qu'elle doit se trouver, mais c'est dans les banlieues où se trouvent les caches d'armes. Il faut aller à la source du problème. Coincé entre l'attentat de Charlie Hebdo et celui du Bataclan en novembre 2015, beaucoup d'otages de l'Hyper Cacher ont le sentiment d'avoir perdu leur statut de victime. Le procès changera peut-être ce sentiment. Denis Salas, on entend les attentes immenses, le besoin de comprendre. Est-ce que le risque, ce n'est pas que les victimes ressortent extrêmement déçues de ce procès? Il faut bien considérer qu'il y a différents niveaux de résilience des victimes. Certaines d'entre elles, on l'a entendu, n'attendent rien de ce procès et ne se présenteront pas. D'autres disent qu'elles n'entendent rien, mais on les verra tous les jours à l'audience, paradoxalement. Mais j'ai souvent vu à plusieurs reprises. Puis d'autres auront peut-être réalisé leur résilience en amont du procès. Mais d'autres, enfin, peuvent avoir besoin du procès pour passer un cap et réaliser leur phase de résilience. Donc cette diversité me semble tout à fait caractéristique de ce procès et tout dépendra comment chacun évoluera. Et contrairement à ce qui se passe d'habitude, les parties civiles vont s'exprimer en premier dans ce procès. C'est important, essentiel de leur donner la parole? Essentiel, c'est essentiel. Parce que vous avez 3 séquences. Charlie Hebdo, Montrouge, l'Hyper Cacher, et dans ces 3 séquences de faits criminels, à chaque moment, le président va donner la parole aux victimes concernées, soit les victimes directes, survivantes, soit les endeuillés, soit les impactés, c'est-à-dire les gens affectés par la situation. Donc les victimes seront présentes au moment du débat, de la parole qui sera donnée à chaque acteur. Il faut que la parole remplace la violence. C'est ça l'idée? C'est central, c'est le rôle d'un procès. Le procès fait rupture avec la violence, introduit la parole, introduit le débat à la place du conflit violent qui a déchiré la cité. Donc ce rôle réparateur du lien individuel et social est absolument central. Et le rôle du président, ça va être d'équilibrer les différentes parties en présence. Alors pour marquer l'ouverture aujourd'hui de ce procès, Charlie Hebdo publie en kiosque de nouveau les caricatures de Mahomet pour mettre justement la liberté d'expression au cœur des débats. Je vous propose d'écouter la réaction de ces Parisiens ce matin. C'est une super idée, je me souviens des caricatures danoises, je me souviens du courage de Charlie et de la tragédie, donc je trouve que c'est bien de... Il faut soutenir ça, il ne faut pas lâcher. Ça nous amène à réfléchir sur ce qu'est l'indépendance de la presse, la liberté de la presse surtout, et qu'aujourd'hui on peut encore on devrait encore se permettre de pouvoir rire de certaines choses et d'avoir du second degré surtout. Voilà. Denis Salas, défendre la liberté de la presse, mais aussi faire reconnaître le problème de l'antisémitisme dans la société. Est-ce qu'on risque pas d'assister à une concurrence mémorielle? C'est un risque, mais je pense qu'il faut considérer que ce type de procès organise aussi des débats très très différents dans la cité. Le 11 janvier, c'était la cité unanime face au mal qui la frappe. Le procès, c'est la diversité des récits, des ressentis, des expressions publiques qui pourra effectivement se déployer. Le rôle du président sera effectivement de donner la parole aux accusés et aux victimes, mais à l'intérieur des victimes, à celle de l'Hyper Cacher, à celle de Montrouge. Et comme nous le disait la semaine dernière un des rescapés de Charlie, ce procès, il est pour la société, pas pour les victimes. Vous êtes d'accord avec ça? Il est pour les deux. Il est pour les deux. Il est pour les victimes
Patrick Pelloux l'a dit, nous devons fidélité aux morts. C'est très fort comme expression qu'il a utilisée. Et pour la société, parce que la société, une société démocratique, peut effectivement prétendre à ce qu'on lui rende, en quelque sorte, ses institutions, son droit, ses valeurs, et ce procès va les redéployer pour les restituer à l'opinion publique tout entière après une période de guerre. Merci beaucoup, Denis Salas, de nous avoir apporté ce soir votre éclairage. Magistrat, essayiste, auteur, je le rappelle, notamment de La foule innocente chez Desclés de Brouvert. Alors, on le disait, dans les prochains jours, les victimes vont pouvoir longuement s'exprimer, des victimes encore traumatisées par ce qu'elles ont vécu il y a 5 ans. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une policière confrontée directement aux frères Kouachi et à la tuerie de Charlie Hebdo. Elle s'est confiée pour la première fois à Aude Blaché et Nicolas Mettauer. Le 7 janvier 2015, cette policière a été l'une des premières à intervenir lors de l'attaque de Charlie Hebdo. Sa confrontation avec les frères Kouachi, la mort de son collègue Armen Merabé, la découverte des corps sans vie dans la salle de rédaction, autant de souvenirs avec lesquels elle doit vivre depuis 5 ans. À la base, on part sur un appel pour des bruits de pétards au 10 rue Nicolas Appert. Donc personne sur cet arrondissement ne sait à ce moment-là que c'est les locaux de Charlie Hebdo. En l'espace de 30 secondes, on entend des coups de feu. Les 2 individus sortent, donc les frères Kouachi. Dès qu'ils voient la présence de la police, se mettent à tirer dans notre direction. Donc c'est là qu'un des fonctionnaires, Ahmed Merabé, est abattu sur le trottoir. Je pense que chacun s'est dit que c'était terminé et qu'il allait partir en fait. Et là on arrive dans le bureau et on voit la scène de massacre en fait. On est habitué à voir des scènes dans notre carrière, des personnes décédées, mais là, ce qui était un peu plus difficile, c'est d'avoir la sensation de voir les gens partir devant nous. Et il y avait un médecin des pompiers qui était là. Lui, il pouvait rien faire parce qu'en fait, je pense que lui, il a très vite compris qu'il n'y avait plus rien à faire. C'était tellement calme, ça sentait la poudre. C'était vraiment un endroit, là, à ce moment-là, vraiment bizarre, en fait. Pendant peut-être plusieurs mois, j'avais l'impression de bien le vivre. Même sur le moment, j'étais normale. C'est ça peut-être qui était anormal. J'étais vraiment à l'extérieur de tout ça. J'étais un peu spectatrice de ce que je venais de faire, ce que je venais de voir. Et après, plus les mois ont passé, plus j'ai pris conscience de l'événement et je l'ai accepté aussi. Et j'ai vraiment compris ce qui s'était passé en fait. Mais il m'a fallu quand même pas mal de temps. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où j'y pense pas. C'était particulièrement choquant, hein, il faut le dire. On n'est pas préparé, personne n'est préparé. Nous, en tant que policiers, on n'est pas plus préparés non plus que le citoyen lambda. On a tous notre part de fragilité et chacun le vit à sa manière, en fait. Mais j'ai mis beaucoup de temps quand même à passer à autre chose. Les seuls souvenirs que j'ai gardés d'eux, c'est de crier dans une langue en plus que je parle pas. Je peux pas me mettre à la place de personnes, d'un fou en fait, de 2 fous. Je peux pas me poser les questions qui se posent parce que j'arrive pas à comprendre en fait. Pour moi, il y a pas d'excuse. Je suis déçue qu'il soit mort, mais en même temps, je pense que vivant, on n'aurait rien tiré en fait. Les semaines vont être un peu compliquées quand même parce qu'on se remet dedans. Après, je pense que ça va permettre de mettre un point final aussi, peut-être. La seule chose que vraiment j'attends de ce procès, c'est, même si j'ai du mal à le dire, c'est quelque part qu'on soit un peu reconnu. Je dis pas d'être reconnu victime, mais si, quand même. Voilà, et c'est sur ce témoignage que se referme cette édition spéciale. On reviendra évidemment très souvent ces prochaines semaines dans nos journaux sur les moments clés de ce procès. Un procès à suivre aussi sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Dans un instant, votre journal national. Bonne soirée à tous et à demain. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur idf.fr.